En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans les maximes à l'usage des dirigés et de leurs dirigeants d'un certain François Proust. Le grec ancien d'abord, puis le latin l'avaient déjà remarqué. Certains individus se distingueraient par un pouvoir de séduction tout particulier. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, leur seule présence est source de bien-être. Encore faut-il, faute de comprendre leur astuce, on avançait même l'hypothèse en ce temps-là que ces bienheureux avaient reçu une faveur des dieux, un charisme. Mais venons-en au fait et à notre sujet du jour. Faut-il tout simplement être charismatique pour être un bon leader? Eh bien, tentative de réponse ce matin dans cette émission En quête de sens. Eh bien, j'ai la joie de recevoir mon invité du jour, un seul invité puisqu'il est charismatique, il en vaut 2 ou 3, François Daniel Mijon. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission En quête de sens. Vous êtes un peu un homme à 1000 vies, 1000 facettes. Vous êtes surdiplômé, non, je plaisante, diplômé en tout cas de l'IX et des Ponts, il y a quelques temps de cela. Vous avez depuis fondé notamment le cabinet Thomas More Partners, qui consiste en, disons, c'est du conseil en développement du leadership. Je peux résumer ça comme ça, en gros. Vous avez publié Leader authentique chez Erol il y a quelques années. Mais vous êtes, on peut aussi ajouter que vous avez fondé un autre cabinet. Ça ne vous a pas suffi. Un cabinet à but non lucratif pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour bien préciser les choses en ce début d'émission. Et également une association pour les particuliers, Thomas More Academic, pour les particuliers qui souhaitent justement trouver du leadership dans leur vie. C'est vrai que ça peut être intéressant de gouverner, reprendre les rênes de son existence, de son quotidien, je ne sais pas. Et vous avez également consacré une branche, vous vous êtes un peu adressé aux particuliers chrétiens par le biais du TLMI, qui veut dire Thomas More Leadership Institute. Tout simplement. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, finalement. Exactement, l'idée c'est de se mettre, de se faire tout à tous. Mais c'est drôle parce que vous avez fondé ça. Alors, j'imagine qu'il y a eu des années pour construire un peu la maison, parce que vous avez commencé certainement par Thomas More Partners, mais c'est vrai que à l'heure où on parle beaucoup de difficultés à avoir de l'autorité, à faire preuve d'autorité, on parle de la disparition des chefs. On dit qu'aujourd'hui, le chef a mauvaise presse, en tout cas en France. Quel regard portez-vous pour commencer l'émission, cher François-Daniel Mijon, sur effectivement l'exercice de l'autorité à mal en France, non, en 2023, pour commencer? Je crois que l'autorité a mal, effectivement. On a énormément d'activités, énormément de travail, parce que tout simplement on est dans une crise du leadership, on est une crise de l'autorité. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Pourquoi? Parce que passé je pense qu'on a France perdu un petit peu les points de repère les plus fondamentaux sur ce qu'est une personne et comment une personne finalement vit bien. Parce que les fondamentaux de l'exercice du gouvernement, c'est quand même d'essayer de déclencher un peu le bonheur pour nous tous. Il faut déclencher le bonheur? Déclencher le bonheur, c'est-à-dire faire advenir le bien de chacun et le bien de tous. D'accord. Pour moi, l'art de gouverner revient à cela. En tout cas, et Thomas More nous le dit bien, ce qui est dans le cœur du dirigeant va ruisseler ou pas sur son peuple. Et donc, il est fondamental que l'autorité ait une connaissance extrêmement précise de ce qu'est une personne et ce que veut dire pour une personne que bien vivre et bien vivre ensemble. Alors moi, j'ai une question quand même autour de ce mot charismatique. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'utilise un peu, je pense, j'ai l'impression, à tort et à travers. En gros, le charismatique ou la charismatique, c'est le beau gosse, la belle gosse qui en impose, qui a une voix qui porte, qui a de l'aura, on dit qu'il y a une aura, qui séduit les foules. On pense par exemple, dit-on, à certains hommes d'État, des présidents de la République, je ne citerai pas forcément, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui ont marqué l'histoire, français ou étrangers, ou américains, etc. Mais en gros, est-ce que c'est à la portée de tous? Qu'est-ce que c'est charisme en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que ça correspond à quoi? C'est important, je pense que vous avez raison de commencer par se mettre d'accord sur ce qu'est le leadership. Et quelle nature de leadership, de quelle nature de leadership parlons-nous? Parce que le leadership, nous on le définit comme la capacité à déclencher et à faire advenir une réalité qui n'est pas encore. D'accord. Après, il faudrait peut-être compléter par, si possible, une réalité opportune. Parce qu'on peut faire advenir des réalités, et le XXe siècle nous l'a prouvé, on peut faire advenir des réalités très inopportunes. C'est-à-dire des drames humains, des scandales, des dictatures.
Surenchère de charisme, on peut dire ça comme ça? Surenchère de charisme. Enfin, on connaît bien un homme dont le nom commence par H, qui a marqué le XXe siècle. Et ce n'est pas le seul. Tout ça s'est terminé dans des bains de sang. On peut dire qu'il savait séduire. Il avait une forme de charisme. Et donc, il faut être, je crois, très très attentif sur ce qu'on met derrière ce mot charisme. Si on le prend au sens originel de quelque chose qui est un don pour les autres, pour le bien des autres, alors à ce moment-là, oui. Ça vient de là, ça vient du grec, hein? Du grec, oui. Grec ancien, grâce. Un don. C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est exactement le contraire. Enfin, en tout cas, on imagine tellement le côté reconnaissez-moi, laissez-vous séduire au fond par mes paroles, laissez-vous bercer. Si parfois, on entend ça aussi, on en voit aussi l'exemple, notamment à l'époque du narcissisme, à l'ère du narcissisme. C'est pour ça que on a 52 minutes pour discuter et échanger ensemble, François-Daniel Mijon, et également faire connaissance pour nos auditeurs. C'est pas par hasard que vous vous intéressez à cette question. D'abord, c'est vrai que c'est là où le bas blesse aujourd'hui, dans nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, plusieurs fois dans Quête de sens, vous le savez peut-être, mais il y a effectivement une difficulté en France depuis quelques années à trouver de bons chefs qui durent, qui restent, qui ne sont pas tyranniques, qui donnent, quoi. Mais c'est compliqué. Le défi vient de ce que nous avons, chacun d'entre nous, une plus grande pente. La facilité, c'est de me laisser séduire, finalement. Si vous êtes séduisante et que vous m'emmenez à un endroit qui me paraît pas mal, ça va être pour moi une forme de paresse. D'accord. Et cette plus grande pente est vraiment savonnée. Et donc, il y a cette espèce de, notamment autour des rendez-vous démocratiques, il y a cette espèce de jeu de je séduis, je me laisse séduire, je donne mon vote. Mais le lendemain d'avoir donné mon vote, je veux reprendre les choses. Parce qu'on s'est fait prendre par la séduction. Entre guillemets, fait prendre par la séduction. Et donc, du coup, évidemment, on a un petit peu la gueule de bois le lendemain. Ouais. Et pourtant, on est tous allés dans ce jeu-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'alternative à ça, c'est l'exigence. De la part de qui? Qui de la part de l'autorité d'abord, qui qui doit, lorsqu'il regarde l'autre, ne pas chercher à le séduire, mais à l'inspirer. C'est-à-dire à déclencher en lui la révélation du meilleur de ce qu'il porte. Et ceci de manière libre, responsable, pour être partie prenante du gouvernement. Un gouvernant qui est authentique, c'est un gouvernant qui est parmi les autres, qui ne se détache pas, qui ne se met pas au-dessus, qui n'est pas en surplomb. Au contraire, il va être dans la masse. Pourquoi? Pour être le ferment du meilleur de tous. Et évidemment, c'est un chemin extrêmement exigeant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il en appelle à notre liberté et surtout à notre responsabilité. Comment vont-ils, les dirigeants qui viennent vous voir? Ils vont pas bien, j'imagine. Comment vont-ils? Qu'est-ce qu'ils Les dirigeants qui viennent me voir se posent des questions. Certains vont pas très bien, ou ils ont une équipe qui va pas très bien, ou une entreprise qui ne va pas très bien. En tout cas, il y a un motif d'urgence pour se dire là, il y a quelque chose qui cloche dans notre manière de vivre le leadership. Ça peut être personnel, ça peut être collégial, ça peut être au niveau de la culture de l'entreprise. Pas forcément une affaire personnelle au sens strict. Mais en tout cas, l'autorité se dit là, il y a quelque chose sur lequel il faut que nous travaillions et que nous considérions, c'est ça qui est très beau dans leur démarche, c'est que nous considérions qu'au même titre qu'il y a une compétence pour faire des business plans, il y a aussi une compétence pour grandir dans l'art de gouverner. Et ils se tournent vers des professionnels qui ont travaillé ces questions-là de manière profonde, à la fois par l'expérience. Et puis ils souffrent de quoi? Ils vous disent quoi? Qu'ils ne se sentent pas aimés? C'est quoi la chose récurrente un peu qui remonte? Non, c'est pas. En tout cas, nos clients ne nous disent pas « je me sens pas aimé ». Non, ils le formulent peut-être pas comme ça. Non, en général, la difficulté, c'est... par exemple, ils découvrent ou ils constatent que leur équipe a du mal à avoir les conversations les plus exigeantes. Donc, il y a des conversations, par exemple, d'alignement stratégique sur lesquelles il peut y avoir un enjeu vital de l'entreprise. Et puis, on s'aperçoit que on n'arrive plus à en parler quand on est tous autour de la table. Alors, on se met à en parler dans le couloir, on se met à en parler à côté, etc. Puis après, les gens disent « mais attendez, pourquoi on a décidé ça ?» Mais voilà. Donc, il y a c'est des dysfonctionnements. Il n'y a pas de communication, quoi. Déjà, voilà, on n'ose pas en parler. Des défauts de communication. Après, il y a d'autres symptômes. Le symptôme de la fatigue, par exemple. Un dirigeant qui dit « moi, j'en peux plus, je porte tout ». Bon, un dirigeant qui dit « je porte tout », c'est qu'il a mal à son leadership, d'une certaine manière. Parce qu'aucun dirigeant ne porte tout. Enfin, si on commence à regarder les choses comme ça, c'est qu'on n'est pas tout à fait à sa place. Et donc, l'idée, c'est de lui dire, de faire ce chemin avec lui pour lui dire non, tu ne portes pas seul.
tu es là pour faire en sorte que nous portions ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour de retrouver cette place? Et donc, tout le monde peut devenir leader ou pas? C'est quand même des compétences de base qui sont nécessaires, voire indispensables. On peut tous dire ici. Moi, je pense que tout le monde, ça dépend ce qu'on met derrière le mot leadership, tout le monde a à être déjà leader de sa propre existence. Ça, c'est ce que vous dites à tous les dirigeants qui viennent vous voir pour n'importe quel problème. N'importe quel problème, c'est que la première responsabilité, de toute manière, je ne peux gouverner personne si je ne me gouverne pas moi-même. Il y a toujours un problème de ce côté-là chez eux. Il n'y a pas toujours un problème. Le symptôme vient de là. Mais en tout cas, c'est bien là qu'il faut commencer. C'est dans le cœur de dirigeant que tout se joue. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le regard que je porte sur moi-même et sur les autres qui va engager ma manière de dire qu'en conscience, ici et maintenant, je donne plutôt cette impulsion que celle-ci. Ouais. Ma représentation du monde est fondamentale. Mais la première représentation du monde que nous avons, c'est la représentation qu'on a sur l'être humain. Et le premier exemplaire d'être humain que nous avons, c'est nous. Alors, c'est nous, par exemple, par rapport à notre famille, à nos proches. Qu'est-ce que je veux prouver dans la vie aux autres? Au fond, pourquoi je fais les choses? Pourquoi comment je décide quelque chose? Comment je prends une décision par rapport à un groupe? Il y a tout ça que vous cherchez vous leur demandez d'analyser, en fait, finalement, dans un premier temps? En fait, on va tranquillement s'asseoir avec eux pour relire leur histoire. Et dans leur histoire, découvrir ce qu'on appelle leurs fondamentaux, c'est-à-dire les points d'appui sur lesquels, à partir desquels, ils vont pouvoir effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes en tant que leader. Sans avoir peur des retombées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait à quel point, que ce soit en politique, dans l'Église, dans les différents corps de direction, de pouvoir, en fait. C'est ça que je cherchais tout simplement. De bas en haut, on sent que dans tous les niveaux à tous les niveaux de la société, dans toutes les sphères, eh bien, il y a plus on monte, et plus aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de peur avec tous les réseaux sociaux, les balances, ton je sais pas quoi. C'est compliqué aussi aujourd'hui d'exister en tant que chef, de s'assumer, de s'accepter. N'est-ce pas, François-Daniel Vion? Vous n'allez pas me dire le contraire, j'imagine. Non, certainement pas le contraire. On est dans un contexte extrêmement difficile. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, si on a une crise de l'autorité, c'est probablement parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient être de bons chefs qui dans un contexte de ce type-là, n'ont pas vraiment envie de s'y rendre. Et on peut les comprendre, hein, franchement. Et parfois, on peut les comprendre. Le travail qu'il y a à faire, vous l'avez exactement pointé, c'est un travail de liberté intérieure. La fine pointe de l'art de gouverner, c'est d'être libre. Qu'on soit croyant ou pas. Qu'on soit croyant ou pas. D'accord. La liberté, c'est une propriété de la conscience, c'est une propriété de la foi. Ma liberté, je peux ensuite l'éclairer par la foi, si je suis croyant. Je peux l'éclairer par d'autres références. Par la philosophie. Par les classiques, par plein de bonnes choses. Et puis l'éclairer surtout par notre vivre ensemble. Et la réaction que vous avez éclaire quelque chose de ce que je porte en moi. Donc, être attentif, à être bien connecté, à être collégiaux, c'est fondamental dans l'exercice de l'autorité. Donc, le travail, c'est de reconquérir la liberté intérieure. Pour reconquérir sa liberté intérieure, finalement, il y a deux choses à connaître de nous-mêmes qui est importante. Et j'ai deux dynamismes en moi. J'ai un dynamisme vocationnel. Mmh. Le meilleur de ce que je porte pour vous, c'est un cadeau. Éclairer l'essentiel pour vous aider à mieux vivre. Finalement, si je suis présent auprès de vous, pour cette raison-là, eh bien, on va passer un bon moment. D'accord. Donc ça, c'est la vocation de chacun. Chacun a une vocation. Ça, on part de cette base-là. Voilà, chacun a une vocation. On n'est pas tous des chefs potentiels. En revanche, on a tous une vocation et c'est bien de la formuler, de le savoir. Et de la connaître. C'est vrai qu'on ne connaît pas, en fait, notre vocation. On ne connaît pas forcément. C'est vague souvent, un petit peu, non? Très vague, on tâtonne. Et puis souvent, il y a une confusion avec la compétence. Je sais faire ça, j'ai été formé par ceci, etc. Donc ça doit être ça. La réponse est non. La vocation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est comme un sixième sens. Alors c'est très paradoxal en plus, la vocation, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu, que je porte en moi, mais d'une certaine manière, je ne sais pas très bien pourquoi je porte en moi. C'est comme un sixième sens, une capacité qui m'est offerte et qui a été proposée pour les autres. D'accord. Alors, c'est troublant parce que si on a été éduqué, et peut-être que dans notre pays, on a un peu cette culture-là, si on a été éduqué pour que je travaille, mais quand je travaille, il faut que ça fasse mal, alors la vocation, ce n'est pas du tout le bon candidat. Parce que ça ne fait pas de mal du tout d'offrir sa vocation. Au contraire, c'est que du bonheur à tous les étages. Pour moi, pour les autres. Donc, du coup, il y a découvrir sa propre vocation à partir de son histoire, mettre un nom dessus, et puis en vivre et j'ai envie de dire, de se désaccoutumer de la violence et de la mauvaise réputation qu'a le travail. On a ces temps-ci, de temps en temps, des rapports au travail qui peuvent être surprenants. Ouais. Voilà. Et donc, retrouver ce goût du travail, parce que le travail est d'abord une expérience de joie partagée. Quelqu'un qui a un bullshit job peut être... alors, on dévie un tout petit peu du sujet, mais ça m'intéresse d'avoir quand même votre réponse là-dessus. Comme on a un peu de temps ce matin ensemble,
en ce temps de vacances scolaires. Moi, j'aime bien juste dire le mot vacances, sachant que je n'ai pas du tout de vacances, mais ça fait rien. François-Daniel Mijon, quelqu'un qui a un bullshit job, un job qui n'a pas de sens, comme on peut le traduire peut-être, je suis pas très heureux, mais enfin bon, un job qui manque de sens en tout cas, ou qui n'a pas de sens du tout. On peut associer ça à une sorte de vocation, je sais pas, réponse. La question du sens au travail est une question importante. Mais pour qu'il y ait sens dans mon travail, il faut que il y a ma part et il y a la part de l'organisation. Donc on est deux quand même. L'entreprise, vous voulez dire? Oui, de l'entreprise. Okay. Et lorsque je connais ma vocation professionnelle, je peux choisir ici et maintenant de vivre et de donner du sens à l'activité. Ce bullshit job, par exemple. Pourquoi pas? D'accord. Peut-être pour découvrir que je devrais interpeller l'autorité qui me donne un bullshit job si d'aventure il n'y a vraiment rien dedans. Ou changer mon regard sur ce travail-là pour le faire peut-être un peu différemment. Vous avez du boulot en 2023. Hein, on en parle du bullshit. Ça, c'est sûr. Là, tout à fait. Comme je l'ai dit, hélas, les dernières années, en particulier la pandémie, nous ont fait passer de l'esthétique au nécessaire. Il y a une dizaine d'années, quand on s'est engagé dans ces travaux-là, on nous disait, oulala, assumer l'authenticité, c'est risqué. Et on sentait bien que c'était une esthétique. On aimerait bien avoir du leadership pourvu qu'il soit authentique. Aujourd'hui, si on n'y est pas, on est en souffrance. Il est fort bavard. Et tout le monde en parle. François-Daniel Mijon. Il en a des choses à raconter. Et on a hâte d'entendre la suite juste après cette page en couleur, mesdames et messieurs. À tout de suite. Et de retour dans cette émission, faut-il être charismatique pour être un bon leader? Voilà une bonne question de vacances scolaires. Je plaisante évidemment, puisqu'on pense à nos auditeurs chéris qui travaillent. Et oui, voyez, comme nous, ici à Radio Notre-Dame, on travaille en s'amusant. Et ce matin, on s'amuse avec François-Daniel Mijon, si je puis dire, puisque nous parlons quand même sérieusement de ce que doit être aujourd'hui le charisme, la vocation, être un bon leader. Ça veut dire quoi? Sommes-nous tous de bons leaders potentiels? On va tenter d'y répondre également. Alors, on va résumer cette deuxième partie d'émission. Je vous invite à aller regarder sur le site pour voir qui est précisément François-Daniel Mijon, mais on peut dire en résumé que vous avez fondé le cabinet Thomas More Partners, du conseil en développement du leadership. En fait, vous êtes en gros un chercheur vraiment du leadership, on peut le dire, François-Daniel Mijon, de l'art de gouverner, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Vous avez publié donc Leader authentique chez Erol, ça en dit long justement sur votre vision des choses. Qu'est-ce que c'est que diriger aujourd'hui? On se pose beaucoup de questions, vouloir être aimé, en même temps vouloir bien faire. On pense que les dirigeants d'aujourd'hui, ils sont tous de, j'allais dire, salsés, 3 petits points. Non, certains ont de bonnes intentions, mais savent peut-être mal les exploiter. Donc voilà, nous sommes ici pour en parler justement et pour tenter de répondre aux questionnements, aux tiraillements et aux problématiques de nos auditeurs qui peut-être sont dirigeants d'entreprise, et oui, ou s'apprêtent à l'être, ou refusent de continuer à l'être. Voilà, François-Daniel Mijon est là pour répondre d'une certaine façon à vos questions et je me fais tout simplement votre relais, auditeur qui nous écrivez. D'ailleurs, j'aurai une question d'un auditeur pour vous tout à l'heure. Nous étions en train d'évoquer les 2 points fondamentaux, la différence entre vocation, vous me disiez quoi tout à l'heure, François-Daniel, et prétention. Voilà, nous arrivions au 2e point. Absolument. On a vu ce dynamisme vocationnel, la vocation, de la joie pour moi, de la joie pour vous. J'ai en moi quelque chose qui va nous faire du bien. Ouais. La prétention, c'est tout autre chose, mais je l'ai en moi aussi. La prétention, c'est ce que je veux absolument. Ouais. Oui, c'est ce que je veux absolument affirmer. Par exemple, faire la différence. Voilà, je veux faire la différence, je veux sauver le monde, je veux briller, je veux réussir. Est-ce qu'on peut dire ambition? Ambition est un mot qu'on aimerait bien garder positivement. C'est bien d'avoir une saine ambition pour le bien commun. Pour les cathos, c'est compliqué ce mot, je vous le dis tout de suite. C'est peut-être, mais alors, voyons, on peut dire un mot peut-être plus classique, la magnanimité, l'art de voir grand, généreusement dans la chose bonne. Mais si on met derrière le mot ambition, c'est le fait d'être magnanime, d'être généreux dans le bien qu'on a à faire, je pense qu'il est important d'avoir cette ambition, de voir grand. Ce qu'on met derrière prétention, c'est tout autre chose. La prétention, c'est vraiment, c'est centré sur moi en fait. Pourquoi? Parce que j'ai des peurs. J'ai pas envie de passer pour un bon à rien, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui échoue, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui est fragile, j'ai pas envie de passer pour etc. Et donc j'ai des peurs. Et ces peurs-là, elles mettent des conditions à l'exercice de mon art de gouverner. Et elles disent ok, je gouverne pourvu que. Je ne passe jamais pour un bon à rien. Donc, si vous commencez à me poser une question, vous voyez, et moi j'ai peur de ne pas avoir la réponse, je vais vous couper la parole. C'est ce que je viens de faire, au nom de ma prétention. Et là, soudainement, vous dites c'est quand même moins sympa que tout à l'heure.
Donc là, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer ces espèces de scories qui nous empêchent d'être authentiques, si je comprends bien. Exactement. Il faut d'abord mieux se connaître pour dire, tu vois, là, François Daniel, tu as interrompu Marie-Ange. Ça devrait être quelque chose qui est comme un signal grand rouge, un feu rouge. Donc quand les auditeurs me reprochent, pardon, auditeurs qui m'écrivaient parfois, arrêtez de couper vos invités, c'est exaspérant, ça veut dire que j'ai quelque chose à prouver. Écoutez, je me coucherai moins bête. ça peut être un symptôme. En tout cas, ce qui est important, c'est de se connaître soi-même. Hein, on est chacun très différent. Donc, mais simplement se connaître en disant, tiens, François Daniel, quelle est cette petite manière que tu as de changer d'intention. D'accord. Et de commencer à faire les choses pour toi et pour ta pomme, plutôt que de les faire pour le bien commun. Et c'est subtil. C'est pour ça que je prends cet exemple de la parole coupée. Ça me fait réfléchir, vous voyez. C'est quelque chose qui est très subtil. Ouais. C'est quelque chose qui est très subtil. Et par exemple, quand on pense, c'est vrai, aux patrons d'aujourd'hui, de plus en plus pressurisés par les actionnaires, vous la connaissez par cœur, ça, François-Daniel Mijon, celle-là, parce que j'imagine que vous avez bossé avant de fonder des choses. Thomas More-Partin, vous avez certainement travaillé dans le monde de l'entreprise, sinon vous ne seriez pas là. Absolument. On est bien d'accord. Du conseil de direction générale. Vous savez ce que c'est, du coup, tout à fait. De dépendre, d'être sous pression, sous multipression. Quand on est chef, c'est encore plus dur peut-être aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, en fait, nous sommes tous plongés dans des écosystèmes de relations. Qu'est-ce que c'est que cette Il y a personne qui peut dire je suis seul sur Terre et il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de relation qui m'engage. Au contraire, nous sommes tous engagés comme libres et responsables. Donc nous avons à rendre des comptes par rapport à ce que nous sommes. D'accord. La question est pourquoi ça devient une pression ? Je ne sais pas. La réponse est en moi. Est-ce que votre question me met sous pression ou est-ce que votre question m'invite à partager le meilleur de ce que je porte ? C'est moi qui décide. En toutes circonstances, ça fonctionne, cette question ? En toutes circonstances, ça fonctionne. En toutes circonstances, ça fonctionne, sauf quand ça vient toucher une de mes peurs fondamentales. Ça peut être un rapport à l'éthique de l'entreprise qui me choque. Ça peut être quelque chose par rapport à mon éthique personnelle. Ça peut être tout ça. Est-ce que ça peut être peut-être nommer quelques fois, vous en avez nommé certains. En fait, on a l'expérience, en tout cas, qui est centrale vraiment pour bien gouverner, c'est de dire que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ma liberté ou pas. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que je dois poser comme geste en conscience. Je suis toujours libre. Et on a des témoins extraordinaires de personnes qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles leur liberté de conscience. Le premier d'entre eux qu'on a choisi comme exemple, c'est Thomas More, qui est allé au bout de son agir en conscience jusqu'à démissionner devant Henri VIII. Parce que Henri VIII commençait à lui demander des choses que sa conscience réprouvait. Et donc, il a démissionné. Il n'a pas donné une leçon à Henri VIII. Il a simplement dit, écoutez, ce que vous me demandez, je ne peux pas le faire. Je ne consens pas à le faire. Notre liberté est imprescriptible. La première chose qu'un leader doit faire, c'est chasser les peurs. Chasser les peurs en lui pour être libre, créer des écosystèmes, créer un environnement dans lequel les personnes s'engagent à partir du meilleur et non pas à partir de leur peur. Si les personnes s'engagent à partir de leur peur, ils cachent leurs talents, ils les enfouissent. Et l'air devient irrespirable. Et en plus, on se fait tous peur les uns les autres. Alors on met des gros process et on demande au process de gouverner. Et ça, c'est une démission collégiale, collective. Donc l'enjeu, il est au contraire, en tant qu'autorité, de travailler notre liberté intérieure pour avoir, par rapport à notre prétention, pouvoir la mettre de côté, c'est-à-dire au bon endroit. C'est un très bon moteur, c'est un mauvais maître, la prétention. Mais si je la découvre comme un bon moteur, alors je ne suis plus... Vous avez un exemple de bon moteur ? Prétention bon moteur, ça peut être quoi ? Celle que je vous ai dit. Par exemple, réussir. Au fond. Qu'est-ce qu'il y a de mal à réussir ? C'est un bon moteur. Chez nos frères juifs, c'est une grande qualité. Chez nous, les cathos, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, il y a des espèces d'idées reçues. Oui, enfin, à part que si on va d'échec en échec et qu'on ne fait jamais attention pour essayer de réussir quelque petite chose dans notre vie, ça va être compliqué. Hein. Voilà, se regarder dans la glace, on est d'accord. Donc là encore, levons cette ambiguïté-là. Il ne s'agit pas de dire « Ah, réussir n'est pas bon ». Il s'agit de dire « Réussir peut être un bon moteur, mais est un mauvais maître ». Si je fais tout pour réussir, alors là, ça devient grave. Si je marche sur n'importe qui, si je fais n'importe quoi pour réussir, alors là, c'est gravissime. Réussir est un mauvais maître. Par contre, me dire que j'ai une proposition à faire au monde qui est ma vocation, qui est extrêmement bonne, qui va, par exemple, aider l'autre à rejoindre ses aspirations les plus profondes pour qu'il en vive. Réussir à aider l'autre
à rejoindre ses aspirations pour qu'il en vive, je trouve que c'est un beau motif. On voit bien que dans cette phrase-là, le réussir en vue de ma vocation est une bonne nouvelle pour tous. Bon moteur, mauvais maître. Donc connaître sa vocation pour savoir quel est le pilote dans l'avion, connaître la prétention pour savoir quel est le moteur que j'ai dans l'avion, et puis mettre le moteur au service du voyage. C'est du boulot, hein. Du boulot, mais alors, ce qui est quand même bon là depuis nos 10 ans d'expérience, c'est que ce que je suis en train d'évoquer n'est quand même pas ni de la magie, ni etc. On a une pratique qui permet de le faire, et vous avez dit, vous avez eu la gentillesse de le dire, où que vous soyez. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, Thomas More Partners peut vous aider. Si vous êtes dirigeant dans un organisme à but non lucratif, Thomas More Utopia peut vous aider. Si vous êtes particulier, qu'il n'y a aucune organisation qui s'intéresse à votre leadership, on a créé une association pour vous, Thomas More Academia. Et si vous vous dites, moi j'ai envie de le voir et puis j'ai envie de le vivre, mais j'ai envie de le vivre en chrétien, vous avez le TMLI. Et pour les parents, ça peut aider aussi d'avoir l'autorité sur nos enfants? Absolument. Ça Absolument. peut aider quand on n'en a pas, il y a un problème, évidemment. L'autorité, c'est cette qualité qui se voit parce que la personne a conquise sa liberté intérieure. Et donc, parce que la personne... Tout simplement. Quand je vois une personne qui est libre intérieurement, elle me dit, bon, bah, celle-là, elle cherche à faire le bien. Pour elle, pour moi. Donc, je vais l'écouter. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce qu'elle me dise, je ne l'écoute pas, puisque manifestement et profondément, elle est en train de chercher mon bien et notre bien. Le problème de l'autorité et la crise de l'autorité aujourd'hui, c'est qu'à force d'être des clients d'intérêts particuliers, en espérant qu'en ayant le pouvoir, ça devienne un intérêt général, cette farce a fini de nous amuser. Vous avez un exemple de ça, de cette... c'est à chaque fois qu'il y a à chaque fois que le dialogue est en échec. On voulait dire, vous parlez du pouvoir politique, vous parlez de quel pouvoir domaine? à tous les niveaux. Ça peut être le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir... Dès lors que je deviens... dès lors que mon geste se raidit, dès lors que je commence à affirmer ma perspective, à me dire que de toute manière, le point de sortie, ce sera un rapport de force. En fait, j'ai mis le verre dans le fruit. J'ai introduit la... C'est ce qu'on voit en politique aujourd'hui, hein. Hélas. C'est ce qui se passe. Hélas. Les journaux ne mentent pas, là, pour le coup. On voit les titres sont tous en ce sens. Hein. Et là, c'est très violent, parce qu'il y a un système, je trouve qu'il y a une mise en place, en fait, une scénarisation de l'antagonisme qui est affolant. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher, nous, au cœur de la pratique d'un leadership authentique, collégial, il y a ce qu'on appelle la notion de convergence. La convergence, quelle est-elle? C'est ce que nous essayons de vivre là depuis le début de cette émission. Vous me parlez, j'essaie d'écouter et de répondre. Et vous rebondissez sur ce que je dis. Vous voyez, nous sommes en train de tisser ensemble un beau tissu, j'espère pour nos auditeurs, quelque chose qui soit sympathique et quelque chose qui ait du sens. Pourquoi? Parce que je vous écoute, parce que vous m'écoutez. Si vous étiez en train de scénariser un antagonisme, en train de dire « Ah non, je veux pas, vous me coupez la parole, vous machin », et puis qu'en plus on vous ait donné cette consigne-là, de dire hein, faites ensemble vouloir que vous tout prouver le monde... quelque chose, ou bien, lutter contre, ou bien c'est ça. Voilà. Du coup, je suis bien obligé de rédire ma position. Et parce que je rédis ma position, en fait, je rends impossible la convergence. En fait, qui fait l'œuf, qui fait la boule, en fait, on ne le sait pas vraiment, mais c'est le serpent qui se mord la queue quand même. C'est le serpent qui se mord la queue, à part que le serpent qui se mord la queue, il passe par la conscience du dirigeant. Et là, c'est là où tout peut se transformer, finalement, alors que lui ne croit pas ça. Et c'est là où est la responsabilité des élites, des vraies élites. Celles qui mais elles ne viennent pas vous voir, celles-là. Si. Ah, c'est vrai. Oui. Non, mais très Ils ont une conscience quand même de la responsabilité. Non, tout le monde a une conscience. Et en tout cas, celles qui viennent nous voir ont une conscience. François Daniel. ont une conscience. En plus, on le désire de bien l'exercer. Non, si ça, c'est, on a vraiment, et je crois, on en a plus. Le défi que nous avons, c'est l'ignorance. C'est pas la bonne foi. Vous voyez, c'est étonnant. Nous, on travaille avec des dirigeants, et au bout de quelques conversations, ils nous disent « Mais pourquoi on ne m'a pas dit ça avant ? J'ai 45 ans, j'ai 50 ans, mais si c'est moi j'avais compris ça à 30 ans, j'aurais eu une tout autre comportement et une toute autre... Ce qui les fascine, c'est ce que vous leur dites sur les attentes, concernant les attentes, par exemple, de leurs salariés, de leur... c'est ça que vous êtes en train de nous dire, François Daniel ? Non, c'est que un peu concret pour qu'on comprenne un peu de quoi il retourne. Non, c'est qu'un dirigeant qui découvre comment il fonctionne par rapport à cette vocation, par rapport à cette prétention, il se dit, mais j'aurais pu rentrer dans des discussions de conseil d'administration, de COMEX, avec mes équipes, avec une toute autre
approche. Il veut pas nous donner ses recettes. Il veut pas nous donner ça. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir. Du coup, on a envie de savoir quelles sont les vraies recettes. Qu'est-ce que vous leur racontez dans le creux de l'oreille, si je puis dire. Dans le creux de l'oreille, on peut rentrer on peut rentrer dans plus de détails. C'est la connaissance de sa vocation. Ce que l'on fait, y compris pour. Si vous avez un exemple, n'hésitez pas à nous raconter quelqu'un qui a découvert, qui a été un dirigeant, qui a été complètement retourné par vos conseils. En fait, l'expérience qui fait qu'un dirigeant se retourne, c'est que quand c'est ma prétention qui prend le pouvoir, je fais tout pour réussir. Je ne m'en rends pas compte, mais je pense que j'ai pas d'autre choix et que j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire. Donc là, il se pose aucune question. Il se pose aucune question. Il y a une sincérité brutale qui fait qu'il est en train d'agir d'une certaine manière contre le meilleur de lui-même. Il est en train de malmener des relations, de malmener la collégialité, de malmener le bien commun, mais il se dit « je n'ai pas le choix ». Et dès qu'on a une petite phrase dans notre tête qui nous dit « je n'ai pas le choix », en fait c'est faux, on est toujours libre. Et alors, qu'en est-il de tous ces, par exemple, les patrons des GAFAM et leur gouvernance, dit-on, tyrannique, etc. Qu'est-ce que vous leur répondriez, tiens, s'ils vous appelaient, vous leur diriez quoi? Qui sont leaders malgré Jeff et les autres. Malgré nous. D'abord, là, je serai prudent parce que je ne les ai pas rencontrés. Donc, il faut être attentif. Quand on lit c'est vrai qu'on ne sait pas, ce qu'on peut dire à leurs salariés. Mais... Voilà, on parle beaucoup des petits tyrans. Toujours un peu cette prudence. Après, la question, c'est simplement que dans le leadership, vous avez 3 dimensions. Vous avez la dimension du sens, de la direction vers laquelle vous voulez aller. Vous avez la direction de la relation. Et puis, vous avez le travail sur vous-même. Ouais, c'est imparable, les 3. Les 3. Il faut un leadership équilibré, c'est un leadership qui a les 3 et qui propose à chaque instant, qui donne un sens, qui engage une relation mutuellement développante. Humaine. Oui, donc écoute et, et don. Don, écoute, c'est ça, si je comprends bien. Exactement. Pour être très clair. Et en 3e position, le travail sur soi. C'est-à-dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, vers quoi je vais. Voilà, et qui permet d'inspirer confiance, en fait, d'être une personne qui est simple, qui est lisible. Parce qu'au fond, qui sont, s'il fallait décrypter, au fond, alors je sais que vous n'êtes pas là pour faire de la polémique, mais qui sont les petits tyrans dont on parle beaucoup dans l'Express, etc. C'est tous les Échos, etc. Parlent beaucoup, tous les journaux un peu économiques. Parle beaucoup de ces nouveaux petits tyrans. Comment sont-ils devenus petits tyrans à vos yeux? Vous les connaissez, vous voyez qui sont ce genre de chefs. En fait, les tyrans, les tyrans, c'est-à-dire des personnes qui maltraitent les relations et qui s'en sortent, c'est parce qu'ils sont excellents sur la vision. C'est-à-dire que excellents sur la vision. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui est tellement engageante, tellement inspirante, que les gens se disent mais c'est incroyable d'avoir tout dans cette petite boîte. Ouais. Ce sera formidable, qu'ils peuvent tout se permettre au nom de cette vision séduisante. Ça marche un temps. Ça marche un temps. Et en fait, souvent, c'est pas inintéressant de voir ce qu'ils deviennent après qu'on n'en parle plus. Et à titre personnel, il y a quand même potentiellement des déflagrations. C'est-à-dire que des personnes qui, le jour où elles ont commencé à tomber, sont vraiment tombées très bas. Et il n'y a pas eu beaucoup de filets pour les retenir. Donc il faut vraiment, là c'est la chanson de Benabar, c'est vraiment un sport sur lequel il faut être attentif à ne pas tomber. Parce que ce leadership-là, il a un temps. Parce que souvent, à force de maltraiter les personnes quand même, il peut y avoir ici ou là semer un goût de revanche. Eh bien, écoutez, ce qu'on va entendre tout de suite est en résonance parfaite, quasiment. François-Daniel Mijon, vous voyez, on vous soigne aux petits oignons ce matin dans Enquête de sens. En résonance avec, effectivement, la perte et donc la quête de sens qui nous concerne tous, y compris le monde professionnel. King of Anything, tout de suite sur Radio Notre-Dame. Sarah Bareilles sur Radio Notre-Dame, King of Anything. Je ne vous le souhaite pas du tout d'être le roi de n'importe quoi, ou de rien d'ailleurs précisément. Faut-il en tout cas être charismatique pour être un bon leader? Nous essayons d'y répondre à cette question en compagnie de François-Daniel Mijon, qui a fondé le cabinet Thomas More Partners notamment. En tout cas, il aide, il conseille en développement du leadership. L'art de gouverner n'a pas de secret pour lui. Lui qui a également fondé plusieurs cabinets, dont un à but non lucratif pour les acteurs de l'activité l'économie sociale et solidaire, pour les particuliers, pour les chrétiens également, avec le TLMI, Thomas Leadership, c'est ça? Thomas More Leadership Institute, TLMI. Voilà, bref.
Rendez-vous sur le site de Thomas et TLMI, vous aurez plus d'informations également sur la page de l'émission. Vous qui nous écoutez aussi en masse, on le sait, et je vous en remercie et vous embrasse chaleureusement, chers auditeurs, fous, fans ou assidus de notre podcast. Voilà, chacun fait sa pub, n'est-ce pas François Daniel? C'est cette bonne guerre au fond. Alors nous voilà de retour dans cette émission à multidimension, elle est presque trop large en fait, parce que un bon leader, j'ai fait un petit peu exprès, parce que je sais que c'est des mots très à la mode, qui sont à la fois effrayants et à la fois très tentants, quoi. On a tous envie d'être un leader de quelque chose en fait, hein. Quand on n'est pas leader d'une boîte, on est peut-être leader d'enfants. Absolument. Dans sa propre famille, on sait que nous, on fait beaucoup d'émissions ici en quête de sens, et on sait à quel point aujourd'hui, les psys le disent, les parents s'en plaignent, il y a un manque crucial d'autorité. On tombe dans je veux être aimé, c'est toujours pareil, je veux être le meilleur copain de mes enfants, je veux qu'ils m'aiment, donc je leur fais des cadeaux, mais c'est pas comme ça qu'on éduque. Et on se retrouve avec des enfants chez le psy à 14 ans, etc. Bref, je passe les détails, mais les chefs qui viennent vous voir sont un peu parfois dans le même désespoir, quoi, parce qu'ils sont tiraillés entre à la fois, on craint le mauvais rapport, le mauvais post sur les réseaux sociaux, la mauvaise appréciation de tel actionnaire, de tel chef, de tel salarié. Il y a aussi une horizontalité qui ne doit pas faciliter les choses aussi, François-Daniel Mijon. Hein. C'est aussi ça notre actualité aujourd'hui en 2023. On est dans un contexte très, très stimulant, on va dire, pour l'autorité. Stimulant pour l'autorité. Stimulant pour l'autorité. Je trouve que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la pandémie a fait que désormais, la compréhension de l'authenticité au cœur du leadership n'est plus un choix. Et on est, en fait, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si j'agis à partir de peur, je me mets à faire des calculs. Il y a un moment donné, l'équation, je ne la maîtrise plus. Et donc, du coup, ça devient très, très compliqué. Et en fait, c'est très, très beau de voir que la seule manière d'avoir un cap qui dure, c'est l'authenticité. Parce qu'elle se construit sur la réalité telle qu'elle est, sur les fondamentaux de ma personnalité tels que je ne suis pas en train de les inventer, mais tels que j'ai à les vivre. Et donc, c'est extrêmement robuste. Et c'est parce qu'il y a cette robustesse que, du coup, on se retrouve à pouvoir avoir cette liberté de gouverner et, paradoxalement, à pouvoir naviguer dans le marigot. Est-ce que c'est pas un peu facile à dire, pardonnez-moi, François-Daniel Mijon, d'être authentique? C'est vite dit, il faut être authentique. On nous dit toujours qu'il faut être authentique dans notre vie, dans notre corps, dans notre communication, dans notre relation amoureuse, etc., etc. Mais c'est quand même, dans l'entreprise, c'est pas évident quand même d'être authentique, parce qu'il faut quand même jouer un rôle aussi. On joue tous un rôle dans notre... Moi, je suis pas comme à la radio, comme avec ma fille, par exemple, ce qui est normal, ou avec mes amis. En fait, la question est de distinguer entre jouer un rôle, qui ne serait pas moi, et m'adapter aux territoires qui sont différents. Évidemment que je ne vais pas être... la conversation qu'on est en train d'avoir n'est pas la conversation que j'aurai avec un de mes enfants. Je m'adapte au territoire. Par contre, je ne suis pas en train de jouer un rôle. Vous avez François Daniel. François Daniel, ce qu'il a à vous dire, là, maintenant, ici et maintenant. Qui est autre chose quand il est dans son rôle de père, dans son rôle d'ami, dans son rôle d'époux. Ça veut dire être authentique, ça. Et être authentique, c'est être moi-même, toujours moi-même, mais capable, justement, d'universalité. Capable de m'adapter à des territoires. Mais sans mettre des masques. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, il y a un des masques qui ne va plus avec l'autre et mes vies s'entrechoquent. Donc, je finis par laisser tomber ma famille. Burn-out. Dépression, burn-out, divorce, séparation. Voilà, toutes ces complications viennent du fait qu'à force de jouer des masques, j'en ai trop sur la table et que je ne sais plus lequel prendre. Et la raison, c'est la peur. La raison fondamentale, c'est la peur. Donc la peur de pas être aimé, toujours pareil, on tourne en rond, mais c'est un peu ça. Et on tourne, pardon. Oui, c'est pas, on n'est pas, je suis pas sûr que ce soit en rond, mais en tout cas, c'est bien le problème de fond. On tourne pas en rond parce qu'on est en pleine période de crise, vous le savez, avec un S, évidemment, les crises qui nous font peur, qu'on le veuille ou non. On est quand même des êtres humains, on n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu, n'est-ce pas, François-Daniel Mijon. Donc, forcément, la peur se rajoute aux peurs, quoi. Les peurs se rajoutent aux peurs. De vous à moi, je sais pas très bien pourquoi on parle de crise. C'est vrai. Depuis que j'ai dû comprendre la radio. Enfin... je vous ai lâché une info. Non mais c'est incroyable. Enfin, pour moi, le mot crise est utilisé pour me rendre utile. Si on est en train de vivre et on vit des moments, on vit un instant présent qui appelle une liberté, une responsabilité. Je pense que toutes les générations ont vécu des moments qui appellent leur responsabilité. Et donc, transformer le fait que j'ai à agir pour faire quelque chose il y a une crise, la réponse est, attendez,
paniquez pas. C'est déjà mettre, vous voyez, c'est déjà représenter le présent sous la forme anxiogène de la peur. Ce mot est un symptôme, c'est ça? Ce mot est un symptôme, absolument. Ce mot est un symptôme. Je devrais dire, on a à faire des choses et on a à s'y mettre tous ensemble. D'accord? Donc, la situation est importante. Je ne suis pas en train de nier qu'on n'est pas en train de vivre des transitions qui sont significatives. Ouais. Et qu'à force de parler de crise, on va les déclencher. Et que ça va de... Vous n'avez même pas prononcé le mot difficulté. Vous n'avez même pas prononcé ce mot depuis le début de cette émission. Il faut quand même le faire. Hein. Votre cerveau est vraiment bien fait. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas par hasard, j'imagine que vous l'avez pas mentionné. Non, c'est pas par hasard. C'est parce que quand je suis dans l'instant présent, quand je suis en face du réel, je vois le réel comme une opportunité. Et je vais y engager le meilleur de mes forces. Dans toutes les dimensions de la vie? Dans toutes les dimensions de la vie. Amoureuse, familiale, boulot, les copains, tout ça. Tout ça. Et la vie, ça va être quoi? Ça va être accueillir la réalité telle qu'elle est. Peut-être avec sa part d'épreuve, sa part de souffrance, peut-être sa part de deuil qu'il va falloir faire, mais qui est toujours, in fine, une opportunité de croissance. Pourvu que je l'accueille comme telle, pourvu que je me mette en jeu, c'est-à-dire que je dise, qu'est-ce qu'il y a en moi à apprendre? Voilà. Et à tuer, parce qu'en fait, vous le dites vous-même, il y a des deuils à faire, vous l'avez, merci de prononcer ce mot, mais il y a aussi pour les personnes qui viennent, les dirigeants, entre guillemets malades, hein. C'est une façon de parler très malheureuse, mais tant pis, je l'utilise quand même, François Daniel. En fait, il faut soigner, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, les prétentions mal placées. Par exemple, je veux écraser tout le monde parce que... voilà, j'ai peur qu'on me dépasse, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il y a ces peurs-là, il faut quand même les démonter, quoi. Hein, ça met pas 2 secondes. Ça met pas 2 secondes. Et les démonter, attention, hein, je ne dis pas de les démonter, parce qu'elles seront toujours là, mais les domestiquer, les intégrer à ma personnalité pour qu'elles ne me gouvernent pas. Et du coup, elles seront toujours là. Elles seront toujours là. Et du coup, l'enjeu, c'est d'aller chercher le meilleur possible. Ce que disait Thomas More, l'art de gouverner, c'est l'art du meilleur possible. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde idéal et puis du coup se raidir parce que l'idéal n'est pas possible. Ouais. Et par contre, à chaque fois, il va y avoir à s'engager dans une réalité qui va faire que je vais changer d'avis, que je vais être transformé, que voilà, il y a des choses et finalement grandir en humilité, ce qui n'est pas forcément la... Quand on dit, je reprends les Grecs, hein, en imposer. Vous en faites quoi? En imposer? Faut-il en imposer pour être un bon leader? Ça veut dire quoi en imposer, selon François-Daniel Mijon? Pour moi, c'est une erreur de leadership. D'accord. Et si j'en impose, c'est que je me mets en surplomb, c'est que j'écrase, c'est que je marche dessus. Donc je vois pas très bien pourquoi. Cacher une fragilité éventuellement, ou quelque cacher. Pour moi, ce serait vraiment. Ça résonne pas du tout comme mot. En tout cas, le connecter au leadership. Je pense que le leadership commence quand il y a un follower. C'est vrai qu'on aurait pu commencer l'émission en disant ça, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette l'autorité, ce sont ceux qui l'accueillent, qui finalement me la donnent d'une certaine manière. Ouais. C'est pas moi qui la revendique. C'est juste. Donc du coup, c'est une qualité de présence qui fait qu'il y a une parole qui est d'autorité, c'est-à-dire qu'elle est reconnue pour les autres comme nous permettant d'avancer et d'aller vers le haut. Ouais, donc ça veut dire que s'il fallait répondre maintenant à la question, faut-il être charismatique pour être un bon leader? La réponse est non, en fait, du coup. Il faut éviter justement, en tout cas, de tout miser sur le charisme séduction. Il faut jouer sur le charisme don, mais voilà, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je pense que c'est exactement ça la bonne réponse. C'est-à-dire que si on met derrière le mot charisme le mot don, ce qui m'a été donné pour vous et notre meilleur, on est bon. Si on met derrière le mot charisme la capacité que j'ai à séduire, alors on est très, très mal. Le sens du collectif est compliqué aujourd'hui. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne quand même, parce que on sent bien à quel point on est tous, moi ici présente comme tout le monde, on est beaucoup plus individualiste que nos anciens. Le sens du collectif dans les entreprises disparaît partout. Enfin, je pense que vous le voyez. Il est difficile à maintenir, à pérenniser et même à créer parfois. François-Daniel Mijon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'observez-vous de ce côté-là, le sens du collectif? Alors, il y a à la fois, il y a un rapport au collectif qui est compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, on a quand même une grande tendance à devenir de plus en plus transactionnel. Hein, ça veut dire quoi, transactionnel? Transactionnel, c'est-à-dire que je suis là pour une transaction. Transaction, d'accord. Je suis là pour une transaction, j'ai besoin de quelque chose, on se parle, j'ai besoin de rien, je passe mon chemin. Donc, ça me parle ce que vous dites. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, qui est en fait une des conséquences du libéralisme et de la pensée libérale qui dit que finalement, pour le repas de ce soir, je préfère compter sur la peur de mon boucher plutôt que sur sa vertu.
Voilà, c'est une citation d'Adam Smith, hein, donc c'est le paradigme dans lequel on est. Je préfère compter sur la peur plutôt que sur ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, et pour la transaction dont j'ai besoin ce soir. Voilà, donc on est dans ce paradigme-là qui fait que finalement le boucher m'intéresse assez peu en tant que personne. Et évidemment, ça brise le collectif. La seule chose, c'est que, vous l'aviez dit tout à l'heure, les psys ont de plus en plus de travail, parce que ce n'est pas du tout le bon usage d'une personne humaine. Ouais. La personne humaine, elle est faite pour la rencontre. Elle est faite pour vivre de dons et de réception, enfin d'échanges. Et c'est justement le leadership authentique, c'est cette clé extrêmement concrète qui va permettre de trouver le chemin de cette présence mutuelle, de cet échange, de cette rencontre qui va faire qu'on va ensemble aller plus loin et qu'on va développer des capacités de résilience qui sont colossales. Le mot résilience, carrément, vous allez loin, le mot résilience. Oui, ça c'est clair. Nous, c'est vraiment ce qu'on constate dans les équipes qu'on a accompagnées. D'ailleurs, on a accompagné des équipes qui, au moment de la pandémie, qui étaient vraiment au bord de la ruine. Ouais. On les a aidés à travailler leur leadership. Et lorsque les crises suivantes d'Ukraine et autres sont arrivées, eh bien, de facto, elles étaient dans une bien meilleure solution pour être créatives, trouver des solutions. Pourquoi ? Mais parce que à ce moment-là, c'est la réalité qui m'offre une opportunité de me dépasser. Mais il n'y a pas le feu à l'intérieur. À l'intérieur, il y a de la confiance, il y a de l'engagement, il y a du respect mutuel, il y a de l'amitié professionnelle. Et donc, évidemment, ce climat intérieur va nous permettre de dire, bon, ensemble, comment fait-on face ? Et évidemment, il y a beaucoup quand la créativité se libère, quand les personnes travaillent ensemble et acceptent de travailler ensemble, de tisser leurs talents ensemble, il y a des choses incroyables qui se font. Donc le chemin du leadership authentique est un chemin à la fois personnel et collégial de résilience. Même si on parle, je me fais encore l'avocat du diable, mais c'est vrai, parfois, certains commerces, par exemple, qui se font bouffer par les grosses chaînes. Là, pour vous, il y a un problème de confiance en soi de la part, par exemple, des personnes créatives qui n'auraient pas confiance en elles suffisamment, c'est ça, ou en la société, pour s'implanter ou y croire, quoi, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne veux pas donner l'impression de donner des leçons parce que les vies sont compliquées, donc je peux donner des leçons. Mais il y a quand même cette question sur jusqu'où je vais et quand est-ce que je dis non. Quand est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent insoutenables. Vous parlez tout doucement tout à coup. Non, parce que c'est un terrain qui n'est pas simple. Ouais. C'est un terrain qui n'est pas simple. C'est quelle est la limite que je mets à ce que soi-disant, l'extérieur m'impose. Eh bien, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. Ne pas se faire avoir parce que l'extérieur m'imposerait. Eh bien non, tu es maître de ta vie. Reste-le. Va voir François-Daniel Mijon et votre cabinet Thomas More Partners, pardonnez-moi. Merci beaucoup François-Daniel Mijon. Merci Marie. C'était une belle rencontre. Ouais, j'espère que je vous ai laissé parler comme il faut. Je vous ai écouté. Parfait. Et ben voilà. Merci beaucoup. Soyez tous de bons leaders, chers auditeurs, et à très bientôt. Bonne journée.